Le Gros du Gastrophe a le plaisir d'accueillir Serge Baumgarten, qui est psychologue clinicien et qui va venir nous présenter le harcèlement. Donc un sujet actuel, mais un sujet très complexe. Et donc je vais laisser la parole à Serge, qui va démarrer donc par une exposition du sujet. Et puis ensuite, son introduction laissera place à un débat et un échange, je l'espère, interactif. Voilà, merci. Ça parlait un petit peu de ces problématiques. Il y avait dans cette soirée, il y avait la présence de Natacha Schuster, la copine de Christophe et Yana, et puis je lui ai proposé, puisque c'était un thème qui était débattu à cette occasion, où on entendait un petit peu tout et n'importe quoi, je lui ai proposé donc de relayer ce genre de discussion, ce genre de soirée, ce genre de conférence au niveau de la municipalité, et puis quelques temps après, j'ai eu la surprise d'avoir Madame Poreka, Anne Poreka, qui m'a appelé pour commencer à parler de ça et de mettre en place quelque chose. Alors, donc je remercie déjà la municipalité d'avoir bien voulu accepter cette proposition. Je sais aussi qu'il y a Madame Patricia Gilshofen qui a pas mal œuvré pour que ça puisse se faire. Pour que les choses se soient présentées au moins dans la presse, pour que l'événement soit connu. Et je vais essayer donc de vous présenter un petit peu le harcèlement sous une autre forme que celle qu'on entend dans les médias et dans la sphère politique, parce que lorsqu'on est psychologue et que l'on reçoit en consultation des familles qui vous amènent des enfants qui seraient harcelés, on a des fois de sacrées surprises et puis on ne tombe pas forcément sur le discours habituel. Donc je propose de faire un large débat par la suite sur les questions que vous aurez à poser, mais je vais quand même essayer de vous proposer de revisiter un petit peu ce que c'est que le harcèlement. Alors je me suis redocumenté un petit peu à gauche et à droite, j'étais sur Wikipédia, j'étais sur des sites internet, j'ai relu quelques documents, j'ai découpé des articles de presse. Et donc, je vous propose quand même de parler du harcèlement en faisant attention à savoir de quoi on parle. Donc, le harcèlement, c'est quelque chose qui existe depuis l'aube de l'humanité. On a besoin, on essaie de priver l'autre du ballon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va le harceler jusqu'à ce qu'il commette l'erreur qui nous permette de récupérer le ballon et de marquer par contre-attaque, par exemple. Donc ça a un nom dans certains sports et c'est reconnu, c'est valorisé, c'est le pressing. On presse l'adversaire jusqu'à ce qu'il faille, on le pousse à la faute en fait. Voilà. Donc ce harcèlement, il est utile, il est valorisé. C'est normal, c'est un jeu institutionnel qui fait gagner beaucoup d'argent en plus. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas que le harcèlement qui est, négatif, il y a le harcèlement qui est positif. Donc par exemple, alors maintenant je vais essayer quand même d'aller un peu plus vite parce que sinon je vois ce que j'ai tout noté. Si je parle trop longtemps sur certaines thématiques, on est encore là dans 2 heures. Pourquoi ? Alors maintenant, on est quand même confronté à la situation de ce qui nous concerne un petit peu plus directement. Le phénomène de mode, c'est le harcèlement scolaire. Alors pourquoi est-ce que les enfants harcèlent ? Qui est harceleur ? Qui est harcelé ? Pourquoi est-on harcelé ? Pourquoi est-on harceleur ? Eh bien, je vais vous dire, il y a plein de raisons différentes qui permettent d'expliquer ce genre de phénomène. Notamment pour beaucoup de personnes, et ça compte également en entreprise, il y a des personnes qui ont vraiment une faille narcissique, c'est-à-dire un déficit d'estime de soi. Et donc, que se passe-t-il ? L'autre qui est en face, il va mieux, et donc je suis obligé quelque part
de m'approprier de ses capacités, ou alors de détruire l'image de la personne. Donc, au travail, j'ai encore eu récemment des personnes qui, au travail, se faisaient harceler simplement parce qu'elles dérangeaient, ou bien il y avait un plan de licenciement qui était prévu, mais si la personne démissionne, eh bien, il n'y a pas d'indemnité à payer. Donc, on peut pousser des gens à faire des erreurs de ce genre-là. Alors, à l'école, le problème, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière chaque harceleur qui est repéré, et qu'est-ce qu'il y a comme faiblesse derrière chaque enfant qui est harcelé de son côté. Alors, lorsqu'on est amené à faire des bilans psychologiques avec des enfants ou des adolescents, eh bien, lorsque l'on a le profil de l'individu, de l'enfant, de la fille ou du garçon, ou de l'adolescent, eh bien, on comprend assez facilement pourquoi et où sont les points de faiblesse, où sont les failles qui font qu'on devient une cible. Alors, on peut devenir une cible parce que, par exemple, on a une intelligence un petit peu supérieure, qui gêne, des facilités, qui déstabilise certains autres élèves qui le vivent très mal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est de déstabiliser la personne et de la rendre vulnérable, de la rendre fragile, de faire en sorte qu'elle se sente isolée. Donc, c'est des choses qui sont relativement fréquentes. Et lorsqu'on a la possibilité d'avoir affaire à des enfants harceleurs, donc la problématique est inverse, c'est-à-dire on est plutôt dans une dynamique de vouloir empêcher l'autre de se montrer, d'être plus fort, d'être meilleur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le déstabiliser, de le démonter, de faire en sorte que on arrive à le rendre faible et fragile, alors qu'il a une force qui est incontournable. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut déjà avoir en tête. Alors qu'est-ce que je vois encore Alors ensuite, il y a une dimension qui est quand même extrêmement... c'est connu en fait, dans les faits de harcèlement. Et une des principales causes de harcèlement, c'est le fait qu'il y a c'est le refus de la différence de l'autre. Le nombre de situations de harcèlement où il y a des personnes qui se font harceler parce qu'ils sont différents, ils n'ont pas la même intelligence, ils n'ont pas la même couleur de peau, la même couleur de cheveux, les mêmes codes vestimentaires, ils n'ont pas la même religion, ou alors ils n'ont pas le même statut socio-culturel. Toutes ces choses-là sont des paramètres qui vont faire que, comme la différence dérange, eh bien, il faut s'attaquer à la différence. C'est comme nous, lorsque nous avons un problème personnel, dans le couple, au travail, une perte d'emploi, tout ce qui va nous déstabiliser, des changements majeurs qui nous obligent à quitter l'endroit, à aller habiter ailleurs. Tout ça, ce sont des éléments, des exemples, des situations qui font que on est complètement, on est mal à l'aise et on est mal parti. Et donc voilà, il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là. À la sortie du bus, chez Bollé, il y avait un ancien camarade de classe qui lui n'a pas pu aller au lycée. Il était resté, à l'époque il y avait encore les classes de fin d'études jusqu'à 14 ans. Il m'attendait et il me suivait et il m'insultait pendant des mois et des années. Je n'en ai jamais rien dit à mes parents. Je savais que mon père, s'il s'en mêlait, c'était un mineur, il avait des mains, c'était comme des pelles, il fallait pas qu'il s'en serve. Et ma mère, une fois, à une autre occasion, elle était venue à mon secours. J'étais encore à l'école primaire, je devais être dans les petites classes, je devais être allé peut-être au CE1 ou au CE2. Il y avait deux petits voisins qui m'avaient, j'allais sur le chemin de l'école, qui m'avaient pris à partie, et le plus grand m'avait tordu le bras. Mais il n'a pas eu le temps de me tordre le bras longtemps, parce qu'en mère qui avait vu les deux jeunes me suivre, il était arrivé en courant et il leur a foutu une paire de baffes, et alors quelque chose de bien. Alors du coup, vous savez,
en sixième, quand je suis sorti du bus et que l'autre m'a harcelé, je n'ai rien dit parce que j'avais trop peur que mes parents interviennent encore à ma place. Et j'avais 13 ans. 13 ans, c'est quand même un âge où on commence à penser un petit peu à se construire sa personnalité. Eh ben, je n'ai rien dit et je me suis dit, je vais me débrouiller. Et donc, je m'étais inscrit, alors je m'étais inscrit au judo et j'y allais en vélo parce que c'était à Alstin. Il n'y avait pas de club à Grosse-Ville de judo. Hein. On était en 1967 à peu près. Donc, et puis, mes parents me laissaient y aller, hein. Ils me demandaient de ne pas rentrer trop tard, de ne pas traîner en chemin. Et ce garçon qui me suivait, un beau jour, eh ben, une fois que j'avais pris assez d'assurance, eh ben, je l'ai laissé me rattraper et je lui ai demandé s'il était d'accord, qu'il essaie de me toucher. Évidemment, il ne s'attendait à rien. Et alors, dans la petite rue qui monte de la rue de la République jusqu'à la rue du Stade, hein, là où il y a les chalets, les anciens chalets des Houillères, eh ben, il y avait un magnifique champ d'orties. Eh ben, ce garçon, qui avait 2 têtes de plus que moi, hein, qui a le même âge, c'est de la même classe, eh ben, j'ai réussi à le balancer dans les orties. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il braillait. Et puis alors, il s'est passé un truc bizarre. Il y avait un monsieur qui était sur l'autre côté du chemin. D'un côté, il y avait le champ d'orties, maintenant il y a des maisons à la place, de l'autre côté, il y a encore des jardins. Ils sont toujours là. Et dans le 2e jardin, il y avait le père d'un autre garçon qui était un peu plus jeune que moi, mais qui a joué au foot avec moi à l'époque. Quand il a vu que je balançais mon camarade, pour lui, dans les orties, il m'a demandé d'arrêter de le jeter dans les orties. Voilà. Alors que bon, évidemment, il ne savait pas que pendant très longtemps, ce garçon, il me cassait les pieds, mais alors quelque chose de bien. Et il s'est passé un truc bizarre. J'étais fier comme un Turc, j'ai toujours rien dit à mes parents. Et je me suis dit, au foot, il y avait d'autres qui me cassaient un petit peu les pieds parce que j'étais petit, ils me traitaient de petit minus. Je me suis dit, bah, si jamais il y en a un qui vient et qui me traite de petit minus, je vais lui faire la même chose qu'à l'autre camarade. Là. Manque de peau, je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, alors qu'il n'y avait pas eu de témoin, personne n'est au courant. À part le monsieur qui était là, personne n'est au courant de ce qui s'était passé, mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus jamais été traité de petit minus. Pourtant, personne n'en savait rien. Et je me suis dit, mais c'est quand même drôle. Et finalement, à mon avis, c'était tout bête. Tout simplement, le fait d'avoir été à la hauteur 1 fois, d'avoir réussi à balancer un grand gaillard dans les orties, ça devait quelque part avoir changé quelque chose dans ma façon d'être ou pas bien. Il m'a donné souvent à voir des signes paradoxaux. Des signes paradoxaux, entre parenthèses, ils donnent l'impression d'avoir une adaptation de surface. C'est le cas du petit garçon là, qui est dans les Vosges, là, et qui donnait à voir un enfant qui allait très bien. Mais par contre, on parle malheureusement aussi de symptomatologie blanche, c'est-à-dire que l'enfant finalement ne va pas bien, mais il ne laisse rien paraître, il joue un jeu, et qui lui fait aussi ne pas révéler ce qui lui arrive. Et donc sa fragilité, elle est avérée, mais pour se préserver, pour préserver sa dignité, il a renoncé. Il a renoncé à aller se plaindre et à demander de l'aide parce qu'il veut aussi être capable, être digne de s'en sortir de lui-même par ses propres moyens. Alors, il y a aussi d'autres formes de harcèlement. Je vais en prendre une autre date qui a concerné une personne très connue en France. Une personne très connue en France, il s'agissait d'un garçon qui, dans sa jeunesse, avait dessiné des bandes dessinées et il dessinait même très bien et les bandes dessinées ou les images qu'il faisait paraissaient même dans la presse parisienne, et sous le pseudonyme de Jean Romanin. Alors, est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Jean Romanin?
Et vous allez voir que vous le connaissez. Quelques années plus tard, ce Jean Romanin, en 1940, lorsqu'il y a eu la Blitzkrieg, lorsque les Allemands sont arrivés en France, il était préfet de région, quelque part dans l'ouest de la France, je crois que c'était plutôt du côté de Chartres, et les Allemands, la Gestapo, l'avaient fait venir dans leur bureau, et il lui avait sommé de faire condamner des soldats de l'armée française en déroute, parce que les Allemands avaient déjà commis l'irréparable. Ils avaient capturé un bataillon de tirailleurs sénégalais qui était dans l'armée française et ils les avaient fusillés. Et ils ont essayé d'intimider ce Jean Romanin pour qu'il fasse condamner l'armée française et qu'il accepte de faire condamner l'armée française. C'était le but. Il voulait que l'armée française soit rendue responsable de la fusillade de leurs tirailleurs sénégalais. Du genre règlement de compte interne. Évidemment, ce monsieur, ce préfet, a refusé. Et en prison, ou bien alors qu'il était interné dans les bureaux de la Gestapo, il a réussi à se trancher la gorge avec un morceau de verre. Ou bien il avait cassé une bite ou pas, et finalement, les Allemands l'ont rapidement soigné parce qu'il n'était pas de bon aloi qu'un préfet de région soit trouvé mort dans les bureaux de la Gestapo ou en prison. Donc il a été libéré, mais il a continué, il avait compris que son combat à lui. Donc on avait essayé, alors pourquoi est-ce qu'il a voulu se suicider? Alors, d'après certains spécialistes, c'était pour échapper à la honte et à l'ignominie d'avoir trahi l'armée de son pays, même en déroute, peu importe. Et donc, il a préféré mourir plutôt que le déshonneur, par rapport à sa famille, entre autres. Donc, une fois libéré, il a repris le combat, il a continué à fonctionner encore un petit peu, mais il a été très rapidement arrêté parce qu'il était entré dans la résistance, et finalement, les Allemands ont fini par le liquider. Alors, je ne sais pas s'il a été fusillé ou si... il ne me semble plus, mais ce Jean Romanin, en fait, c'était un pseudonyme. Le prénom est toujours le même, mais son nom de famille, c'était Moulin. Donc, c'était Jean Moulin. Donc, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de rues qui portent son nom. Et parce que ce Jean Moulin, il avait fait le choix. Il avait fait le choix de mourir plutôt que de trahir. Et donc, après cet incident où il s'était coupé la gorge avec du verre, il savait déjà à l'avance que sa destinée, c'était de mourir pour ne pas tomber dans le déshonneur. Voilà. Donc, vous voyez, la fonction du harcèlement qui a été mise en place par la Gestapo a fini quand même quelque part à donner l'effet inverse, parce que finalement, le résultat des courses, c'est que la personne qui a été éliminée de cette manière-là est devenue une icône au niveau national. Donc on voit bien que des fois le harcèlement peut avoir du bon. Ce qu'on appelle le harcèlement aujourd'hui, ça existait de tout temps et ça participe aussi un peu à la construction de l'individu. Et puis tout le monde, je pense que tout le monde dans sa jeunesse ou dans sa vie a déjà été harcelé ou subi ces attaques-là, et ça permet aussi de construire un individu. D'un autre côté, quand cette relation harcelé-harceleur se met en place, et ceux dont on parle aujourd'hui dans les médias et ceux qu'on essaie d'éviter, c'est l'étape d'après où il n'y a plus la résistance de l'un par rapport à l'autre, et où cette relation ne construit plus un individu, elle devient destructive. Et comment est-ce qu'on juge cette limite là où il faut intervenir, parce qu'on est plus dans une destruction que dans une construction, même si elle est un peu malheureuse?
La première chose qu'il faut déjà prendre en compte, c'est à quel moment est-ce qu'on sait qu'il y a du harcèlement et sur quoi on se base. Et après, une fois qu'on a identifié la position du harceleur, et puis si on peut mettre en lumière ses vraies motivations, parce que les vraies motivations, c'est ça qu'il faut démasquer. Hein. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est du ressentiment? Est-ce que c'est de l'intolération à la frustration? Est-ce que c'est le déni de l'autre? Et à partir de là, alors il faut voir maintenant après qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la gravité de l'événement mérite des sanctions? Ou est-ce que simplement le fait de discuter et de faire sentir le caractère malveillant, néfaste, dangereux du comportement de la personne et puis des risques que ça pourrait lui causer, les ennuis que ça pourrait lui causer, le problème c'est à quel moment est-ce qu'on intervient? Alors là, j'avais d'ailleurs prévu de parler de ce qui est de ce qu'on appelle la prévention, les différents types de prévention. La prévention primaire, donc c'est celle qui consiste à prévenir les événements. Hein. La prévention secondaire, c'est lorsque l'événement est en train de se jouer. Et la prévention tertiaire, c'est lorsque le drame ou la situation a eu lieu avec ses conséquences. Donc là, on est plutôt dans la répression, plutôt dans la sanction. Voilà. Donc en amont, on prévient. Donc on fait de la prévention, on explique, on fait sentir. C'est ce qu'il essaie de faire à l'heure actuelle dans l'éducation nationale, hein, en faisant des réunions avec les enfants, les élèves, pour les faire parler. La prévention secondaire, c'est pendant que ça se passe, pour que ça s'arrête, hein, et que tout le monde en tire les conséquences. Et la prévention tertiaire, effectivement, c'est la sanction. Voilà. Donc, alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous voudriez peut-être préciser? Parce que je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, en réalité. Oui, partiellement. La question, c'est quand est-ce qu'on est dans le moment où on passe d'un... La question pour moi, c'est quand est-ce qu'on passe d'un moment pour le jeune où on passe à un harcèlement que le jeune ne peut plus contrer, c'est-à-dire il est dans cette situation d'impuissance, il devient harcelé, plutôt que dans le moment où il est encore dans le contrôle, dans la réaction. Hein. Vous avez jeté, quand vous avez jeté votre camarade dans les orties, oui. Vous étiez dans la réaction, c'est-à-dire vous étiez capable de gérer ça. Et le harcelé n'est pas capable de gérer la pression qu'il a du harceleur. Et comment on identifie cette... Alors je vais juste vous dire, hein, la camarade dans les orties, c'est une affaire qui a duré 2 ans avant que je décide que j'ai le courage de le faire. Donc la question c'est, vous vous rendez compte, s'il m'était arrivé quelque chose, mes parents n'auraient jamais compris ce qui s'était passé parce qu'ils n'auraient jamais rien dit. Qui était au courant? Personne. Je sortais du bus, tous mes camarades partaient vers l'autre bout du village et moi j'étais le seul à partir de l'autre côté et j'étais suivi. Personne ne savait, n'a jamais su ce qui s'était passé. Donc la question c'était personne, puisque personne ne savait, puisque l'enfant ne dit rien ou le jeune ne dit rien. Comment est-ce qu'on peut intervenir quand on ne sait pas? C'est compliqué. Hein. Ce camarade, cet ancien camarade, je lui parle encore aujourd'hui, on n'a pas. Je crois qu'il n'a pas oublié, mais il a mis ça quelque part, il a refoulé ça. Il s'est retrouvé dans les orties. Quand il me parle tout à fait normalement. Mais quelque part, ça a peut-être servi à lui, parce que du coup, il n'a pas réussi à aller au lycée, mais il a quand même réussi à faire une petite carrière dans une institution d'État. Il était fonctionnaire. Et vous voulez que je vous dise où? Je vais vous le dire, hein, parce que c'est pas un problème, c'est pas un secret, dans la police nationale. Donc, oui, donc, et quelque part, hein, ce gars-là qui était parti pour être un délinquant, il était connu d'ailleurs, hein, il était connu, il n'était pas le seul.
Mais finalement, il est toujours aussi arrogant qu'avant, mais quelque part, ça lui a remis quelque part les idées en place. J'en sais rien. De la même manière que moi, les autres amis qui me traitaient de minus, là, il n'y en a plus. Je ne sais pas. Donc, oui, il y a des fois des petits mystères, hein, il y a des petits changements. Hein, et vous savez, quand vous avez en bilan psychologique un enfant qui vous regarde avec des yeux qui brillent en partant, alors qu'il ne les avait pas en arrivant. Il était plutôt intimidé, il ne savait pas trop à quelle sauce il allait être mangé chez un psychologue. Ce genre d'individu qui fouille dans le cerveau des gens, apparemment. Eh ben, il est sorti, ça allait. Voilà. Tout problème qui a été posé dans le temps. Quand tu vois maintenant, actuellement, on parle, la réponse apportée dans une des affaires d'un enfant harcelé en lui demandant de changer d'établissement. Enfin, c'est un scandale, ça, finalement. Le gamin harcelé, c'était à lui de changer d'école. Quand on lit ça, cette opacité de réponse apportée par nos dirigeants, je trouve ça lamentable. On l'a toujours vécu, effectivement, quand on travaillait ensemble, on était confrontés à ce genre de situation. Mais je pense qu'il y a une exagération par rapport au peu de réponses qu'ils ont apportées, et au peu d'efforts qu'ils ont faits. On parle maintenant d'harcèlement, et je pense qu'on fait une propagande de ce harcèlement. Bien sûr. Et on ne condamne pas ces harceleurs. C'est ça. De toute façon, je vais plus loin que toi, Marc. Hein. Que l'on déplace l'enfant harcelé, qu'on le change d'établissement, ou qu'on déplace l'enfant harceleur d'établissement, on déplace le problème. On déplace le problème. Donc, ce n'est pas ça qui ne va pas, c'est pas pour autant qu'il ne va pas redémarrer et recommencer ailleurs. Parce qu'on lui donne de l'intérêt, de l'importance en le déplaçant. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, ça me fait penser à l'histoire qu'on a vécue ensemble à Vérone, les gamins avec qui on travaillait, et il y avait un enfant qui a été donc condamné, et plus tard il a même été incarcéré, quand il avait 16 ans, et quand il est revenu, il est devenu le caïd un peu de cette bande-là. Bon, je ne citerai pas le nom, mais je me rappelle très très bien qui c'était, et le gamin était devenu un caïd. Donc on a fait finalement... On en a fait un héros. C'est devenu un héros. Oui. Donc je pense que au niveau du harcèlement actuel, il y a aussi cette part-là psychologique chez le harceleur, voilà, de se faire un nom. Oui. Parce qu'on ne détruit pas cette personne-là. Alors, voilà. la détruire, je ne sais pas. Socialement, oui, il faudrait. Ou l'isoler. Je veux dire, la personne qui harcèle, elle doit être condamnée. Comment? Condamnée, il y a des lois qui peuvent exister. Hein. Déjà, les parents, généralement les harceleurs sont mineurs. Donc, on s'attaque aux parents. Voilà, problème éducatif. On en reviendra toujours au même. Alors, évidemment, il y a le côté de... ça, on est dans la prévention tertiaire, on est dans la réparation, hein, quand il y a eu quelque chose qui relève du délit avancé à la limite du crime, hein. Donc on est forcément dans quelque chose qui est très différent. Hein. Après, la justice, elle est poreuse par rapport à ça. En plus, il faut reconnaître qu'il y a d'autres professionnels comme les avocats qui sont derrière, et qui sont selon qu'ils soient en train de défendre une victime ou bien d'aider plutôt de défendre un auteur ou bien de défendre une victime, le discours il change, hein, il travaille dans l'intérêt de la personne, hein, et donc les juges là-dedans, c'est très bien, ce qui est bien connu, hein, c'est que de toute façon dans un procès, quand il y a une sanction qui tombe, pour la victime, la sanction n'est jamais assez forte, et pour l'auteur, la sanction est trop sévère. De toute façon, hein, là, on est dans quelque chose, il faut faire avec. Voilà. Donc le problème, c'est effectivement, quand vraiment les faits sont graves et avérés, et qu'il y a des risques de récidive, c'est même plus à nous, hein. C'est à la justice de faire son travail. Correctement. Et justement. Ouais. Après, maintenant, je vais vous dire, hein, les réponses, on ne va pas faire de politique, mais les réponses que l'on entend à l'heure actuelle,
sont quand même dans une forme de surenchère. Hein. C'est à se demander s'il n'y a pas des partis politiques qui piquent les idées des autres pour provisoirement les mettre plutôt en application, et puis pour les laisser tomber de nouveau ensuite lorsque l'orage sera passé, quoi. Donc on est dans ça aussi, hein, parce que on parlait tout à l'heure avec Anne, on a en France, mais c'est pas qu'en France, hein, on est en campagne électorale permanente. Donc on est en train de se battre sur des idées, qu'on se pique les uns les autres, et puis finalement quand on regarde quelque part des idées dans certains domaines, on se rend compte que des fois les extrêmes se rejoignent. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de parler de politique, je pense qu'on est plutôt là pour parler de... Oui. Le harcèlement à travers les réseaux sociaux, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, à l'époque, ça n'existait pas. Alors, j'ai eu une discussion avec une famille qui était venue avec un enfant cette semaine encore. Il me disait que les réseaux sociaux, Internet, c'est pire qu'avant. J'ai été amené à dire non, c'est la même chose qu'avant. Avant, il y avait des corbeaux qui faisaient des lettres à la famille, je ne sais plus comment s'appelait cette histoire-là, d'Arbouillat en Artois. Il y avait un corbeau qui envoyait des lettres anonymes. Par la suite, il y a eu le téléphone, c'était des coups de téléphone anonymes. Ensuite, il y a eu le Minitel. Donc sur le Minitel, il s'est passé des trucs bizarres aussi. Ensuite, il y a eu l'avènement d'Internet et ça a commencé. En fait, la malveillance, la perversion humaine, elle utilise tous les moyens, tous les moyens disponibles. Pensez bien qu'à l'heure actuelle, les cambrioleurs, ils arrivent à entrer dans des maisons qui sont hyper protégées avec des systèmes de sécurité. Ils ont toujours une longueur d'avance. Donc en fait, les réseaux sociaux, je dirais encore un avantage avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que dans des histoires de ce genre-là, avec ce garçon par exemple, on a réussi assez facilement à repérer ce qui avait été écrit, ce qui avait été publié sur les réseaux sociaux. Il y a encore un avantage, on peut aller mieux démasquer les auteurs. C'est un petit peu la même différence qu'il y a entre la police qui avait à l'époque uniquement comme preuve de délit les empreintes digitales, alors que maintenant on a quand même autre chose. On a quand même toutes les empreintes biologiques et tout ça qui permettent de résoudre beaucoup plus de situations. Donc les réseaux sociaux, évidemment, l'adaptation. Quand on voit les enfants se démener avec leur téléphone, j'ai vu l'autre jour un bébé de 6 mois que je portais dans les bras, que j'ai essayé de lui parler, et lorsqu'il a vu qu'il y avait la télévision allumée, l'enfant ne me regardait plus, il l'arrêtait tout le temps. Il n'arrêtait pas de vouloir se retourner pour voir ce qui se passait sur l'image. Donc, vous voyez bien que déjà à 6 mois, on est déjà on a affaire à des enfants qui sont déjà happés, hypnotisés par tout ça. Alors, on est loin de l'époque où on disait pas d'écran avant 3 ans, pas d'internet avant 6 ans, et pas de connexion, enfin, je ne sais plus quoi, à 9 ans. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les moyens, l'impact des images et des écrans, c'est phénoménal, c'est monumental. Et on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est apprendre aux jeunes en devenir, aux jeunes en construction, à s'en servir le moins mal possible. Je ne dis pas le mieux possible, le moins mal possible. Mais ça nous pend au nez, il faut assumer, on n'a pas le choix. Je suis assez mal placé parce que je suis pas trop écran et trop clavier et tout ça. Moi, mon problème, l'ordinateur, pour moi, c'est pour taper mes comptes rendus pour des bilans psychologiques. Ça sert surtout à ça. Et puis aller vérifier si mon compte bancaire n'est pas à zéro, ou si j'ai pas eu de somme d'argent qui m'aurait été versée comme ça par miracle, donc je vais regarder. Mais ça, c'est fonctionnel, quoi. Alors que pour les jeunes générations,
je vois des enfants que je côtoie encore chez les vétérans, quand ils viennent des fois le soir, quand il n'y a pas assez de vétérans, ils jouent avec nous, et après, une fois qu'ils ont fini, ils ont pris leur douche, après je les vois en train de s'amuser sur des écrans. Mais la façon de s'en servir, c'est faramineux. Vous n'avez pas le temps de suivre ce qui se passe. Hein? Ils jouent avec leurs doigts sur leur clavier, mais ils font défiler des trucs. Moi, ça ne me viendrait même pas l'idée de faire bouger ces images-là aussi vite que ça. Mais enfin, je suis d'une autre génération aussi. Hein. Voilà. Non, alors pour dire l'adaptation, hein, la personne, le harceleur qui a recours aux nouvelles technologies, hein, et de façon performante, hein, il est dans l'air du temps. Hein, en fait. Il n'y a pas que lui qui utilise ça, tout le monde. Enfin, tous les gens qui sont adeptes, qui sont accros à ça. On revient à la situation primaire de situation de harcèlement ou pseudo-harcèlement. Si j'ai bien compris, il y a une souffrance aussi bien du côté du harceleur que du harcelé. Et en tant que professionnel ou parent, on se rend compte que les uns, les parents en général, ils ont du mal à accepter qu'il y a une souffrance au-delà des événements ou des actions. Vous voyez, qu'il y a une souffrance profonde. Alors comment éveiller l'ensemble de la population, et les parents en particulier, à être attentifs à cette souffrance profonde qui peut amener leur enfant à devenir soit un harceleur, soit un harcelé. Alors je vais vous dire ce que j'avais noté, que j'avais prévu de dire par rapport, alors pour ceux qui, parce que tout le monde n'est pas psychologue, hein, mais je vais vous dire ce que j'avais prévu de dire. Hein. Alors j'avais écrit objectif et but du bilan psychologique. Alors j'ai voulu ce que j'avais mis 4 tirés, non 3, le quatrième, j'ai rien écrit. Alors premier objectif, identifier les points forts et les faiblesses, entre parenthèses, fragilité du sujet. Alors, je ne précise pas si c'est harceleur ou harcelé. Hein. Identifier les buts du harceleur et de ses faiblesses initiales en cause. Donc le harceleur, il a des faiblesses et il a des buts. Quand on parle en psychologie, on parle de discours manifeste et de discours latent. Quand quelqu'un vient en consultation, il vous explique son problème. Après, c'est au psychologue, au bout d'un certain temps, une fois qu'il a bien écouté quels étaient les tenants et les aboutissants et la demande, quelle est la demande de surface et quelle est la vraie demande qui est en dessous. Donc, effectivement, le plus compliqué dans les bilans psychologiques, c'est de repérer quelles sont les faiblesses malgré le discours plutôt assuré de la personne. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Quel est le discours latent? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça prend un peu de temps, mais en écoutant longuement et en ayant recours à du matériel spécifique et adapté, on arrive à faire parler les gens un petit peu, alors je ne vais pas dire à leur insu, mais avec du matériel, on arrive à leur faire dire des choses qu'ils n'auraient pas dites comme ça de premier abord. Voilà. Donc chez le harceleur, il y a automatiquement des faiblesses et des failles. Le plus compliqué, c'est de les trouver. Et donc, comme ça, avec simplement la parole, je vais vous dire honnêtement, en psychologie clinique, si je me fie qu'à la parole, si je ne prends pas du matériel qui a fait ses preuves, qui permet en faisant raconter quelques images un petit peu spéciales, là, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous prenez les images du Rorschach et du TAT, vous arrivez à débusquer des problématiques, hein, en faisant commenter des images qui sont spéciales. Hein, je vous garantis que c'est pas piqué des verres. Hein, et donc vous arrivez à identifier. Après, une fois qu'on sait, on peut expliquer ou on peut faire sentir à la personne quel est son vrai problème. Tant que le problème, c'est qu'il faut d'abord être en situation. D'abord, il faut que la personne vienne, qu'elle ait une demande et qu'elle accepte d'entrer dans le matériel que vous lui proposez, et après vous pouvez lui dire un petit peu ce que ça révèle de sa personnalité. Alors c'est effectivement, mais ça arrive vraiment très 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 rarement, je veux dire, sur 15 ans de pratique en libéral,
des gens vraiment pathologiquement atteints. Donc ils relèvent carrément de la maladie mentale, hein, de type psychotique, paranoïaque, schizophrénique, perverse narcissique. Il faut savoir ce que c'est. Hein, c'est juste une parenthèse. Hein. Le pervers narcissique, après je m'arrête. Hein. Le pervers narcissique, ça ne correspond pas à ce qu'on entend dans les médias. Le pervers est une personne qui tire sa jouissance en faisant souffrir l'autre. Dans les situations de harcèlement qu'on a, on a très rarement affaire à des vrais pervers. On a affaire à des gens qui ne vont pas bien, qui sont malheureux, qui ne savent pas comment faire pour exister, pour vivre, donc ils n'ont qu'un truc qui leur passe par la tête: je détruis celui qui a l'air d'aller mieux que moi, avec l'illusion que ça me permet d'exister. En fait, il n'existe pas mieux que ça pour autant, mais ça lui permet de croire que si j'arrive à déstabiliser Pierre, eh ben, moi, Paul, je vais mieux. Finalement, il va être obligé d'en déstabiliser un autre parce qu'il ne va pas mieux pour autant. Donc, voilà. Et là, je vais vous dire, une situation gravissime de perversion où j'ai dû demander à des personnes: écoutez, vous n'êtes pas à la bonne place chez moi, allez plutôt voir un psychiatre, un tel ou un tel, et dites-lui que vous venez de ma part. Ça m'est arrivé très peu de fois. Si je dois, sur 15 ans, si je devais, comme ça, quelque part, recenser, je ne sais pas, je crois que les 2 mains suffiraient. Sur des centaines, voire des centaines, même des milliers de dossiers que les cartons que j'ai dans une des pièces là où je consulte, la pièce est remplie de cartons avec des dossiers. Donc ça veut dire que bon, on peut compter entre 400 et 500 dossiers par an. Hein, donc sur 15 ans, faites le compte. Donc une dizaine de cas vraiment préoccupants qui relèvent de psychiatrie, voire même de traitements médicamenteux lourds. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ce qu'on a, même, vous voyez, un petit peu les situations dramatiques comme ça, ce sont 4 gamins qui ne vont pas bien, hein, et qui ont fait déborder un vase. Donc je ne sais pas si parmi les 4, il y en a un des 4 qui va mal tourner, peut-être un, ce serait peut-être le leader, si lui n'a pas tiré les leçons des mises en examen, des interrogatoires et puis de ce qui s'est passé au tribunal. S'il n'en a pas tiré les leçons et les conclusions, ben là, effectivement, comme dirait Marc, là, il va falloir qu'on s'occupe de son cas. Sérieusement. Mais bon, on n'en est pas là. On est encore devant un procès en cassation. Alors oui,